Bonjour à tous. Cette histoire, c'est l'histoire d'êtres humains. Des humains avec leurs contradictions, des humains dans une période compliquée, difficile, impossible même. Il n'y aura ici, comme d'habitude, évidemment, aucun jugement, aucune morale. L'histoire n'est pas morale. Je me suis d'ailleurs posé la question de faire ou non cette émission. Je vous ai posé la question sur la page Facebook pour me faire un peu une idée. À l'unanimité, vous avez répondu favorablement. Cette émission, en réalité, je vous le dis, de façon très transparente, est née de prime abord suite à ma lecture d'une bande dessinée que d'ailleurs certains d'entre vous ont lu, j'ai vu ça. Il était une fois en France, qui est basée sur des faits authentiques, l'histoire d'un homme, Joseph Joanovici. L'histoire d'un homme, un juif d'Europe de l'Est, venu à Paris dans les années 30, qui va devenir milliardaire pendant l'occupation, s'il vous plaît, agent double, puis agent triple, etc. etc. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, bien sûr. Alors, à l'époque, en poussant un petit peu pour voir si une vraie biographie existait, eh bien, je suis tombé sur un ouvrage qui donne donc son titre à l'émission, Des Juifs dans la collaboration. S'il n'y avait pas eu l'auteur de la préface, je vous avoue, je ne l'aurais pas ouvert, parce que c'est vrai qu'on lit énormément de choses, on peut voir n'importe quoi, tout et n'importe quoi, circuler un peu partout. Mais Pierre Vidal-Naquet, c'est un historien de référence. Et l'ouvrage est une somme. Il est truffé de références, lui aussi, de courriers intégralement reproduits dans l'ouvrage, et si on évacue certains jugements de sa part, il est inattaquable. L'auteur, c'est Maurice Rachfus, qui est décédé cet été, en 2020, sinon je l'aurais convié à cette émission, sachez-le. Par ailleurs, il cite les noms des auteurs des courriers, il cite évidemment les noms de l'ensemble des responsables, ce que je ne ferai pas. Je vous laisse le soin, si vous le souhaitez, d'aller voir par vous-même. Je trouve qu'il est inutile de chercher à mettre en porte-à-faux des personnes qui n'ont pas à être responsables, ni même à s'excuser d'ailleurs, au nom de leurs ancêtres. Je ne l'admets pas. Je ne mettrai pas non plus d'illustrations sonores, sachez-le. C'est vrai que ça aurait été facile d'utiliser les bandes-sons de films connus, comme je fais d'habitude, la liste de Schindler, etc., etc. Mais j'ai jugé ça tout à fait inapproprié, par respect. Si l'histoire n'a pas de morale, au moins l'historien peut quand même respecter. Enfin, avant vraiment de commencer, j'aimerais dire deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. Il est possible, il est même certain, que ce qui va être dit dans cette émission soit parfois difficile à supporter, à entendre, à admettre. Je vous avoue que pour moi, ça n'a pas toujours été facile à lire. Mais rappelez-vous qu'il est très facile de juger après coup et que je mets au défi quiconque de me dire ce qu'il ou elle aurait fait à cette époque-là. Secondo, je trouve que le fait même de se poser la question, le fait d'avoir à se demander si on doit s'auto-censurer ou non, c'est déjà une bien curieuse époque dans laquelle nous entrons, j'avais vraiment envie de le dire. Voilà, merci à tous pour vos réponses toujours argumentées. Je ne doute pas qu'on aura pas mal de questions après. Des Juifs dans la collaboration, c'est le numéro 251 de Timeline. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Je vais citer Simone de Beauvoir. La collusion avec les Allemands des notables juifs constituant le Judenrat est un fait connu qui se comprend aisément. En tout temps, en tout pays, à de rares exceptions près, les notables collaborent avec les vainqueurs. Affaire de classe. Alors, je vais vous citer quelques phrases quand même de Pierre Vidal-Naquet qui a donc préfacé cet ouvrage. Et donc, dans cette préface, il parle d'enquête honnête, d'enquête sérieuse, de conclusions qui rejoignent, dans le cas particulier de la France, les conclusions générales qu'avaient déjà tirées Raoul Hilberg ou Hannah Arendt d'ailleurs. La politique hitlérienne d'extermination a été facilitée par la coopération d'une fraction des Juifs, les notables singulièrement, à leur propre destruction. C'est assez incroyable. Mais beaucoup de ce que je vais dire aujourd'hui
aujourd'hui, soit sont très connus par certains, c'est possible. Moi, je ne connaissais pas, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette époque-là, mais après avoir vérifié tout ce qui est dit dans cet ouvrage, je ne peux que dire, eh bien oui, effectivement, il a raison. Alors c'est vrai, on peut se dire, dans la période actuelle que nous vivons, nous, actuellement, c'est peut-être inopportun. Est-ce que c'est vraiment le moment, vont m'en dire d'autres. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit ça avant que j'enregistre cette émission. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le moment, etc. Eh bien, ma réponse a été, avant de poser la question sur Facebook, ma réponse a été, mais c'est toujours le moment de dire les choses, de dire la vérité. Il n'y a pas à se cacher. Vous savez ce que je pense. Pour moi, il n'y a pas d'heure rose de notre histoire. Il n'y a pas d'heure sombre. Il y a l'histoire, tout simplement, dans ce qu'elle est. Et encore une fois, l'histoire des hommes, comme je le disais en introduction, l'histoire des hommes avec, dans tous leurs contrastes, dans tout ce qu'ils sont. Ben oui, on peut être tout blanc un jour et puis tout noir le lendemain, tout gris le troisième jour, etc., etc. Sachez que les notables juifs français font figure d'accusés, forcément, dans cette émission. Alors que je n'accuse personne, bien sûr, et que l'ouvrage n'accuse personne, quoique parfois, l'auteur va quand même peut-être un petit peu loin. Ils sont accusés, c'est vrai, d'avoir en complicité avec le régime de Vichy, et notamment avec le premier commissaire aux questions juives, Xavier Vallat, contribué à livrer aux nazis ceux qui ont fourni l'essentiel des victimes en France de la politique d'extermination, les fameux juifs étrangers. Là même où la complicité n'a pas été directe, il y a eu pour le moins indifférence, on va dire, effectivement. L'auteur, Maurice Rachfuss, donc, n'est pas un historien non plus, de profession. Par contre, il a fait un travail d'historien réel, c'est-à-dire qu'il est allé directement dans les archives. Pour être clair, il est allé dans les archives un peu partout, à Paris, y compris à New York, etc. S'agissant du régime de Vichy, la seule histoire synthétique et scientifique est due à un Américain, vous savez, Robert Paxton, on en parle souvent. C'est encore Robert Paxton qui, en collaboration avec l'historien canadien Marus, préparait une histoire d'ensemble sur Vichy et les Juifs. Et c'est vrai que si on accepte les travaux déjà anciens de Poliakov, eh bien, aucun historien français de l'université n'a travaillé sur la politique hitlérienne d'extermination. Seule la résistance et le système concentrationnaire au sens le plus général du mot ont fait l'objet de thèses d'État, sachez-le. Alors c'est vrai que dans cet ouvrage, il y a parfois à discuter sur la façon dont Maurice Rachfuss aborde le matériel historique. C'est vrai que parfois il donne son avis, mais les historiens auraient dû commencer par aller dans toutes les archives là où il est allé. Pour soutenir l'argumentation de l'auteur, eh bien, il a donc dépouillé des milliers de documents, il a interrogé de nombreux acteurs et des témoins de l'époque. Il a mis en évidence, en gros, le noyau de sa thèse, c'est-à-dire à partir de l'ensemble que les nazis et Vichy appelaient les juifs, eh bien, l'auteur constitue deux sous-ensembles symétriques et opposés. L'un est formé par les juifs français, ceux qu'il appelle les juifs français. Certains auraient même été d'authentiques vichysois, si je puis dire. Et face à ce groupe, eh bien, il en campe un second, celui des étrangers, dans leur grande majorité originaires de Pologne et de Russie, qui ont leur propre parti politique, avec une influence marquée des tendances plutôt, on va dire, à gauche, plutôt prolétaires, plutôt petits bourgeois. Et dans la tragédie des années 1940-44, eh bien, les uns et les autres vont fournir leur contingent de victimes. Les uns et les autres auront bien sûr leurs collaborateurs. Mais dans l'ensemble, le doute n'est pas permis. Les notables du judaïsme français sont entrés dans le jeu dangereux de la coopération avec l'ennemi. Ils sont entrés dans une politique qui visait, suivant l'expression de Sartre, à sérialiser les Juifs, à laisser s'opposer les uns aux autres, les Français et les étrangers, anciens combattants, les Français de souche et naturalisés. Évidemment, on le voit dans tous les courriers, dans toutes les lettres que nous donne cet ouvrage. Alors bien sûr, nous allons parler en priorité et surtout de l'UGIF. C'est la création conjointe des nazis et de Vichy, qui est une structure de coopération. Littéralement, il en résulte bien entendu que les activités clandestines, et il y en a eu, les activités destinées à contrecarrer l'entreprise hitlérienne, ne peuvent par définition même figurer dans les archives, bien sûr, de l'UGIF. Donc nous n'allons parler, encore une fois, que de ce qui est sorti des archives, bien sûr. Alors, il y a encore beaucoup à chercher, beaucoup à trouver, bien sûr. Encore une fois, je le répète, comme je le dis peut-être à chaque émission, vous devez peut-être en avoir marre, mais l'histoire est une science, et une science vivante. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est la vérité, entre guillemets, enfin c'est une vérité au jour de ce 12 janvier, jour 2021,
jour où j'enregistre cette émission, mais peut-être que d'ici 3 ans, on aura trouvé d'autres choses et la vérité sera déjà toute différente. En tout cas, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on va trouver encore d'autres choses? Ça, on ne le saura pas. Trop de témoins, bien sûr, sont morts. Ils ont été, inutile de le dire, happés par la machine nazie, ou naturellement, depuis la guerre, bien sûr, avec leur grand âge, ils ont dû partir. Mais à lire les documents qui ont été rassemblés, il est clair que certains résistaient la nuit et qu'ils collaboraient le jour. Et c'est vrai que il serait proprement scandaleux de dire que l'UGIF a été la principale organisation juive de résistance, ça a été dit. Ce serait également l'inverse de dire que l'UGIF n'a été que le principal collaborateur, bien sûr, avec l'ennemi. Et il est inutile de s'attendre à ça de ma part. Évidemment, afin de juger, il faut aussi comprendre. Et pour comprendre, il faut refaire un peu d'histoire générale du judaïsme français. Les Juifs en France en 1939 constituaient, sachez-le, non pas une communauté, ni même 2 communautés ou 2 sous-ensembles, mais un ensemble pluriel, dont les limites, les frontières étaient proprement indéfinissables. Naturellement, les idéologues avaient leur définition qui excluait les uns ou les autres. Alors vous avez les sionistes qui se considéraient et considéraient les autres juifs comme les exilés, vous savez, d'une patrie à retrouver, qui rêvaient de devenir juifs dans une Jérusalem juive comme Londres était anglaise, etc. Vous avez les religieux consistoriaux qui s'en tenaient à la définition napoléonienne du culte, et on verra d'ailleurs pendant l'occupation à s'opposer de façon très nette à toute définition non religieuse du judaïsme et se tenir de ce fait relativement d'ailleurs à l'écart de la création de l'UGIF. Et les socialistes, les plus ardents, excluaient volontiers de leur conception du judaïsme les bourgeois. Et du reste, pas mal sont socialistes ou communistes et juifs, tandis que d'autres sont des socialistes juifs, voire des juifs socialistes ou des juifs communistes. Tout ça n'est pas simple. Le rapport au culte traditionnel constitue quand même un axe de référence et le rapport à la patrie française en constitue un autre. Il n'y a pas des Français et des étrangers, mais un rapport plus ou moins étroit, si vous voulez, suivant l'ancienneté de la présence en France, l'idéologie personnelle, l'accueil du milieu non juif, etc., avec la communauté nationale française. Et vous avez un 3e axe, précisément le judaïsme international. Certains pensent, et se pensent même en fonction de Paris et de Paris seulement, tandis que d'autres se réfèrent aussi à Varsovie, New York, Tel Aviv, Moscou. Les rapports de classe et de lutte existe entre les deux et c'est peut-être même ça le fondement même de l'étude de Maurice Rachfus. Pour Vichy, mis à part une infime minorité d'Ariens d'honneur, les Juifs constituent effectivement 2 ensembles. Les Français, exclus de la fonction publique et de pas mal de métiers, mais dont l'existence est tolérée. Et ça, c'est très important. Et les étrangers, y compris les naturalisés récents, que l'on peut remettre aux nazis, d'ailleurs, sans se demander le moins du monde ce qu'ils en feront. C'est donc un jeu terrible que celui que sont contraints à jouer les notables à partir du moment fatal, c'est vrai, où ils ont accepté leur fonction. Certes, on a des connaissances qu'ils ne possèdent pas, évidemment, puisque nous, on a le recul nécessaire. On sait ce qui s'est passé, on sait ce qu'il y a eu. Mais en analysant ce qu'a été leur politique, il ne faut pas oublier que 1942 n'est pas 1943, et 43 pas 44, etc. Mais il est clair qu'en 43, déjà, ils ne pouvaient se faire d'illusions sur ce qui attendait les transporter, si je puis dire. Mais il est inutile également de vouloir en faire plus pour donner plus à l'occupant. Alors nous avons des documents qui concernent les activités de l'Union Générale des Israélites de France, donc l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, durant les quelques 30 mois de son existence. Nombreuses sont les archives qu'on peut également consulter au centre de documentation, sachez-le, YIVO de New York, Yad Vashem bien sûr, à Jérusalem. On peut aussi compulser au CDJC les archives de l'UGIF, celles du Commissariat Général aux questions juives, de la Gestapo France, de l'ambassade d'Allemagne à Paris, de l'administration militaire allemande à l'hôtel Majestic. Tout ça existe, quelques fonds d'archives comme celui de la Fédération des sociétés juives de France, bien entendu parmi les
dizaines de milliers de pièces que l'auteur a eu l'occasion de consulter, une grande partie ne représentait que la paperasserie traditionnelle d'une administration, on va dire classique. Pourtant, c'est parfois au détour d'une facture d'un fournisseur ou dans l'inventaire d'un vestiaire que l'auteur a pu trouver une note ou une réflexion, ouvrant la voie à d'autres recherches, à de nouvelles interrogations. Et c'est tout ça qui fait que l'histoire est vivante, que je vous dis que c'est une science vivante, bien entendu. Alors nous allons maintenant rentrer réellement dans le vif du sujet. Juste avant quand même de commencer, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de lacunes qui interdisent de tracer un tableau global qui soit sérieux, fidèle. Il ne faut pas oublier que les données les plus intéressantes concernent surtout Paris et que donc ce dont on va parler, c'est surtout Paris. Paris, la région parisienne. On ne peut pas faire ce que je vais vous dire là, ne peut pas forcément concerner l'ensemble de la France, un petit peu plus de 350 000 juifs, je crois, dont environ 200 000 dans la région parisienne, 150 000 à Paris même. Il est difficile de distribuer, évidemment, ensuite les 150 000 provinciaux entre Marseille, Lyon, la banlieue, l'Alsace, Bordeaux, etc. Donc tout ça est très compliqué. Donc imaginez que ce qui va être dit dans cette émission ne concerne, bien sûr, surtout en priorité que Paris. À Paris, en 1939, il y a donc environ 150 000 juifs qu'on peut répartir en deux groupes. Donc, comme je vous disais un peu tout à l'heure, les Français, plus ou moins de vieille souche, dont la plus grande partie est d'origine alsacienne, et une faible partie séfarade, originaire de l'Afrique du Nord, et les juifs d'Europe centrale et orientale, qui presque tous parlent le yiddish. Les juifs français d'origine alsacienne, tout comme ceux qui viennent de l'Europe centrale, sont de rite, vous savez, l'autre rite, de rite ashkénaze. Donc vous avez 45 000 juifs français, par exemple, 15 000 juifs séfarades. Ça, c'est ce qu'on peut aujourd'hui recenser avec tous les documents. On va dire aussi que les Allemands conservent beaucoup de documents, bien sûr. Ce sont des grands administratifs, donc on a la chance, entre guillemets, d'avoir beaucoup de notes. Les juifs d'Europe centrale et orientale sont 90 000. Et il y a une première constatation, c'est le flot des immigrés des années 1920 a submergé les juifs français qui, au sein de la communauté juive de Paris, représentaient 90% de l'effectif en 1880. Ça, c'est très important. Sans trop caricaturer, on peut dire que les juifs français, auxquels on peut ajouter les juifs immigrés, les plus anciens, constituent une partie de la grande et moyenne bourgeoisie. Les juifs immigrés, dans leur écrasante majorité, sont essentiellement artisans ou ouvriers. Les juifs français, du coup, craignent qu'une trop grande concentration d'immigrés dans un trop petit nombre de métiers ne contribue à développer l'antisémitisme. C'est leur grande peur, ça. Sur les 22 synagogues ou oratoires principaux existants à Paris, vous en avez un certain nombre qui sont exclusivement réservés aux juifs français et d'autres aux immigrés récents qui, par réaction, évidemment, préfèrent célébrer le culte entre eux. Les préoccupations des juifs immigrés sont souvent éloignées de la synagogue et les milieux politiques bouillonnent d'activité. C'est pas par hasard si à cette époque la presse juive est particulièrement riche à Paris. Les journaux, presque tous politiques d'ailleurs, sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer, évidemment, ce serait trop long, bien sûr. Mais sachez que ce bouillonnement d'idées qui passe par le canal de la presse, c'est bien naturellement le fait d'une situation particulière, alors que la menace du nazisme est en train de se préciser. C'est intéressant de noter que les porte-paroles les plus voyants des juifs français, des dirigeants du consistoire et même des rabbins, ne manquent pas de s'afficher avec les hommes d'ordre de l'époque, et particulièrement les croix de feu du colonel de Larocque. Jusqu'en 1936, on invitera ces fascistes à participer aux offices patriotiques à la synagogue de la rue de la Victoire. Il ne s'agit pas là de rencontres de circonstances, et on verra des anciens combattants juifs participer à l'émeute fasciste du fameux 6 février 1934. D'ailleurs, c'est avec la bénédiction du président du consistoire de Paris, Robert de Rothschild, que sera créée en juin 1934 l'Union patriotique des Français israélites qui ne cachera jamais ses objectifs et particulièrement collée à la droite française pour que les juifs français ne puissent être accusés d'être moins nationalistes que les autres citoyens. Ça, c'est très important. Alors bien entendu, encore une fois, il n'est pas question de généraliser, mais ces quelques exemples prouvent que les représentants de la bourgeoisie juive française ne trahissent pas leur classe. Nombreux également sont les bourgeois juifs français qui se trouvaient dans le sillage du Parti radical socialiste d'Édouard Herriot. Il en va autrement dans les milieux ouvriers composés là d'immigrés. Presque tous sont porteurs d'une expérience politique ou syndicale vécue dans leur pays d'origine. Là, vous avez l'influence du Parti communiste qui est justement très forte. Et il est rare qu'un ouvrier juif originaire de Pologne ou de Russie ne se situe pas politiquement à gauche.
sachez-le. À droite, la bourgeoisie juive s'inquiète jusqu'à même conseiller à Léon Blum de ne pas former son gouvernement pour ne pas favoriser les campagnes antisémites. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, donc en septembre 1939, il n'y a pas de communauté juive en France, encore moins à Paris. Il n'y a que des groupes d'intérêts différents, contraires même, comme je vous l'ai expliqué. Si les juifs français ne sont pas particulièrement inquiets, les immigrés d'Europe centrale, eux, sont le plus souvent désemparés. Les juifs français, dont certains sont décorés, galonnés, s'apprêtent à partir pour une guerre patriotique. Quant aux juifs polonais, c'est en grand nombre qu'ils vont s'engager pour lutter, en tout cas c'est ce qu'ils croient, contre le nazisme. C'est la différence. Le titre des Juifs dans la collaboration ne fait qu'illustrer une réalité. De 41 à 44, il s'est trouvé des notables pour participer à l'instauration d'un Judenrat français. Les Judenrats, vous savez, c'est les institutions qui étaient demeurées célèbres, tristement célèbres, que les nazis mettaient en place en Pologne pendant la dernière guerre, évidemment. Ces gouvernements des Juifs, des Juifs pour les Juifs, n'avaient pour but, si vous voulez, que de permettre aux victimes de seconder les bourreaux dans leurs tâches. À de rares exceptions près, il va se trouver toujours des bonnes âmes, partisans de la politique du moindre mal pour jouer ce jeu. Vous savez comment ça se passe. Cette politique des Judenrats ne pourra que faciliter ce qu'on appelle la solution finale dans les pays de l'Est et permettre la déportation de plus de 100 000 Juifs de France et de Belgique. Dans les pays comme le Danemark, où les institutions, tout comme les représentants de la communauté juive, se refuseront à jouer ce jeu, eh bien la répression n'aura jamais la même ampleur. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence selon les pays. Dès le début, les avertissements et les désapprobations n'ont pas manqué. C'est un sujet tabou sur lequel on a tiré un voile pudique après la libération. Évidemment, ça a permis aux rescapés de cette aventure de rentrer dans le rang sans même que leur activité puisse être dénoncée au grand jour. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps pour que ce livre sorte, pour que ces études soient faites, évidemment. En France, la majorité silencieuse est respectueuse des lois, surtout quand elle est motivée par la peur du lendemain, on peut l'imaginer. C'est pourquoi la population va accepter sans résistance les lois anti-juives, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Le 3 octobre 1940, au journal officiel du 18 octobre 40, donc, est promulguée une loi portant statut des Juifs. Vous le savez, seuls les naïfs pouvaient imaginer, après les quelques mois de répit qui s'étaient écoulés depuis l'entrée des troupes hitlériennes en France, que tout allait finir par s'arranger. Je ne vois pas très bien comment, mais il y en a quand même toujours qui y croient. Cette loi interdit aux Juifs l'exercice de la plupart des emplois de la fonction publique, tout comme les responsabilités dans la presse et dans l'industrie. Par la même occasion, le gouvernement de Vichy autorise l'internement des Juifs étrangers, c'est intéressant ça aussi, l'internement des Juifs étrangers et annule la loi Crémieux qui avait accordé aux Juifs d'Algérie le statut de citoyens français. La publication par les nazis d'une ordonnance en date du 27 septembre 1940 décide Vichy à agir promptement. À aller plus vite, cette ordonnance anti-juive, promulguée donc par les nazis, définit les juifs comme les personnes appartenant à la religion juive ou ayant plus de 2 grands-parents juifs. Les juifs doivent obligatoirement se faire recenser dans les préfectures. Les commerçants doivent apposer une affiche rédigée en allemand et en français désignant l'établissement comme entreprise juive. Comme à Vichy, il faut faire du zèle. On estime que 2 grands-parents suffiront pour être considérés comme juifs. Ces mesures surprennent la bonne bourgeoisie juive française qui, dans sa majorité, a pris fait et cause pour le nouveau régime instauré à Vichy, à tel point qu'en zone non occupée, de nombreux juifs, anciens combattants, font partie de la Légion des combattants, bien que cette officine, créée par Vallat le 28 août 40, soigne, si vous voulez, l'antisémitisme haineux. Dès le début de l'année 41, les légionnaires juifs, même quand ils sont bardés de décorations, seront expulsés de la Légion. Il convient de franchir du coup une étape que les nazis considèrent comme très importante. Faire participer, donc comme je vous disais tout à l'heure, les futures victimes à leur anéantissement. Et pour ce faire, le mieux n'est-il pas de regrouper tous les juifs, sinon dans des ghettos, parce que la France ne se prête pas du tout à ce type de concentration, tout au moins, si je puis dire, tout au moins dans une organisation qui permettrait de les contrôler parfaitement. Pour que cette organisation fonctionne, on en confiera donc la direction apparente à tous ceux qui, depuis des années, animent les associations de bienfaisance. Cette idée, c'est terrifiant, qui a germé dans l'esprit des nazis, va être la tâche du pouvoir installé à Vichy, de la mettre en pratique. Et comme en France, on aime bien légiférer, déjà, depuis toujours, c'est une loi du 29 novembre 1941,
on a ça au journal officiel du 2 décembre 1941, qui institue une Union générale des Israélites de France, donc qui sera connue sous le nom de UGIF, donc Union générale des Israélites de France. Il s'agit, encore une fois, je le répète, d'un sujet tabou. Et les documents concernant cette organisation sont restés très protégés dans les archives des centres de documentation spécialisés. Les témoins survivants préfèrent se taire. Et donc cet ouvrage est extrêmement important pour, en tout cas, savoir que ça a existé. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas non plus de viser qui que ce soit. C'est pour ça que, à part les grands noms, comme Vallat, etc., qui sont très connus, je ne citerai donc aucun nom, bien entendu, que l'ouvrage cite abondamment. Il reste les archives, bien sûr, encore une fois, des lettres, etc. Il reste surtout un fait notoire, c'est clair, l'UGIF a été créé de toutes pièces par la Gestapo et des représentants dûment mandatés par les nazis pour agir au nom de la communauté juive de France et ont assuré la direction et les activités. En mars 1941, le gouvernement de Vichy va créer un commissariat général aux questions juives qui va dépendre directement du ministère de l'Intérieur. Ce fameux commissariat général dispose immédiatement de pouvoirs étendus et peut faire appel aux forces de police à chaque fois qu'il le juge nécessaire. Reste la propagande. On imagine un institut alors des questions juives. Pour que cet institut soit plus efficace, on lui adjoint une association populaire surnommée les Amis de l'Institut. On reste en France, donc on multiplie comme ça, c'est toujours le millefeuille, quoi qu'il arrive. Le décor est planté. Il reste à faire appel aux organisations juives pour qu'elles facilitent le travail des bourreaux, bien sûr. On ne leur dit pas que c'est fait pour ça. Alors les nazis vont suggérer à Vichy qu'il est nécessaire de créer un organisme officiel chargé de représenter les Israélites. On ne dit pas juifs dans le langage diplomatique antisémite d'ailleurs. L'existence de cet organisme officiel est très important pour les nazis qui aiment bien avoir en face d'eux les représentants de ceux qu'ils s'apprêtent à exterminer pour jouer avec eux. C'est épouvantable, c'est le chat qui joue avec la souris, si vous voulez. Les nazis aimeraient bien rééditer le système des Judenrat qui fait merveille dans les ghettos de Pologne, mais encore une fois, la France ne possède pas de communauté juive, en tout cas aussi dense que celle qui existe dans les pays slaves. Il y avait en France, avant 1940, des centaines d'organisations juives, politiques, culturelles, de loisirs, de jeunesse, de bienfaisance, tout ça, évidemment. Comme dans toutes les sociétés plus ou moins structurées, il y a les riches, il y a les pauvres, vous avez les dames patronesses, les assistés, la communauté juive qui vit en France n'échappe bien sûr pas à la règle. Il existe ainsi des œuvres pour la jeunesse, des orphelinats, des soupes populaires, des vestiaires, des hôpitaux, des asiles de vieillards. Et vous avez une baronne, donc là je ne donne pas les noms bien sûr, qui sont toujours ravis de participer au sauvetage des familles juives en détresse, etc. Pendant 4 ans, les représentants des organisations philanthropiques vont servir de caution avant de finir pour la plupart d'entre eux dans les camps de la mort. Jusqu'au bout pourtant, malgré leur amertume et la certitude d'avoir été joués, eh bien, les notables juifs vont se conduire en hommes d'ordre et vont faire fonctionner leur administration avec la conscience propre de tous les grands commis de l'État. En juillet 1941, alors que des femmes d'internés à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande viennent se plaindre au siège du comité de coordination des œuvres de bienfaisance juive du Grand Paris, qui prélude à l'UGIF, du manque de solidarité à leur égard, eh bien les responsables présents ce jour-là appellent la police à la rescousse pour faire évacuer promptement les lieux. Certains sont français, de très vieilles souches, et ne renient pas plus le nouveau régime à la solde des nazis que la moyenne de la bourgeoisie française. La bourgeoisie française, d'ailleurs, a basculé dans le camp de Pétain, autant par opportunisme que par esprit de revanche, parce que les luttes et les succès du mouvement populaire de juin 1936 lui sont restés en travers de la gorge. La bourgeoisie juive n'a aucune raison de se trouver en retrait de la bourgeoisie française. Faut pas oublier qu'en juin et juillet 1940, c'est un intellectuel juif qui va rédiger les premiers discours de Pétain. Et je vous avoue que quand j'ai lu ça, c'est incroyable. Et quand j'ai vérifié, effectivement. Il n'était pas plus blâmable pour les juifs fortunés de collaborer avec Pétain au début des années 40 que de voter pour les candidats de la droite en 1936. Dans tous les cas, c'est l'appartenance à une classe sociale qui guide le choix de ces hommes et de ces femmes. Ces grands notables juifs, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important, ces grands notables juifs méprisent ces juifs du ghetto qui sont venus troubler comme ça par leur présence, une quiétude chèrement acquise. Bien souvent, ces Français intégrés n'auront pas trop de qualificatifs pour reprocher à ces
ces indésirables, d'être la cause profonde des persécutions. Si des notables consentent tout naturellement à coopérer avec Vichy, et en fin de compte, qu'ils le veuillent ou non avec la Gestapo, c'est surtout parce qu'ils se croient intouchables. S'il y a des persécutions, ça ne peut toucher que ces juifs polonais, dont un grand nombre d'ailleurs auraient plutôt des idées de gauche, donc plus tôt ils s'en vont, mieux c'est. Les nazis n'hésitent pas à ordonner que les premières rafles touchent également ces notables, plus français que nature, et en décembre 1941, environ 1500 avocats, médecins et autres membres des professions libérales vont connaître le camp de Drancy en même temps que les apatrides. Même dans les camps, eh bien sachez-le, la cohabitation est difficile. Et dans La vie des Français sous l'occupation, vous avez Henri Amouroux qui cite ce témoignage d'un interné du camp de Drancy. Voilà ce qu'il dit. « Les Juifs français n'étaient pas solidaires de nous. Ils nous ont considérés comme des Juifs inférieurs. Et ils disaient à qui voulait les entendre que nous étions la cause de leur malheur. » Alors ça ne va pas empêcher la répression de frapper les dirigeants comme les cadres subalternes et les employés de l'UGIF évidemment. 152 vont être arrêtés et déportés. Aucun d'eux d'ailleurs ne va revenir. Malgré les épreuves, eh bien, la solidarité de classe sera souvent plus forte que la solidarité tout court. On verra en 1947 des dirigeants rescapés de l'UGIF venir donner des témoignages favorables. C'est ça qui est incroyable à Xavier Vallat lors de son procès en haute cour de justice. Le matin du 15 juillet 1942, des adhérents de l'UGIF sont convoqués au siège de l'organisation. Il s'agit tout simplement de confectionner des milliers d'étiquettes en carton auxquelles on accroche une ficelle. Ces ficelles et ces pancartes, on devait les accrocher au cou des enfants qu'on évacuait en 1940. Au siège de l'UGIF, on est parfaitement au courant, et j'ai conscience de ce que je suis en train de vous dire, on est parfaitement au courant depuis quelques jours des grandes rafles qui vont avoir lieu les 16 et 17 juillet, et les étiquettes sont destinées aux milliers d'enfants qui vont être séparés de leurs parents arrêtés et transportés au Veldiv, puis au camp de Beaune-la-Rolande, avant d'être déportés vers l'Est. En fait, il semble, d'après de nombreux témoignages, que dès le 13 ou le 14, les dirigeants de l'UGIF sont parfaitement au courant des événements qui se préparent. Un certain nombre de cadres subalternes et d'employés de l'UGIF vont prévenir en hâte de nombreux juifs qu'ils ont intérêt à se cacher. Les notables juifs français vont continuer à coopérer. Les notables qui se voulaient la conscience des juifs, vous savez, sous la domination nazie en France, ont accepté sans discuter de travailler sous le contrôle direct de la Gestapo, et ça, dans toute connaissance de cause. Pendant toute l'occupation, et particulièrement de 1940 à 1943, des dizaines de petites entreprises juives spécialisées dans la confection de canadiennes, de vêtements de fourrure, travailleront pour l'équipement des troupes hitlériennes. Et c'est là qu'on peut rattacher avec la bande dessinée dont je vous parlais tout à l'heure et l'histoire de Johannovici. Il ne faut pas oublier que, comme la majorité des Français, les Juifs sont persuadés, en tout cas de 1940 à 1942, que les nazis vont gagner la guerre. Il faut se mettre à leur place, il faut imaginer ça. Et qu'il faut donc s'adapter aux temps difficiles. Et dans cette optique, il est plus facile de critiquer aujourd'hui que sous la botte nazie. C'est ce que je vous disais au départ. C'est impossible d'imaginer, à cette époque-là, que les nazis vont perdre la guerre, bien sûr. Vous imaginez la force, la vitesse avec laquelle ils sont arrivés. Alors, les premiers mois de l'occupation se déroulent dans le calme. Dès le mois de juillet 1940, quelques associations juives reprennent leurs activités à Paris. Peu à peu, de nombreuses familles sont revenues de l'exode qui les avait jetées sur les routes quelques semaines plus tôt. Les organisations s'activent ou se réactivent et la vie semble reprendre son cours assez vite finalement. Peu à peu, l'existence légale des organisations juives est soumise à de nombreuses pressions et exigences de la part du gouvernement qui s'est installé à Vichy. Les autorités nazies donc se contentent encore pour le moment, au départ, d'assister en spectateurs attentifs à l'évolution de la situation. En janvier 1941, alors que les nazis s'apprêtent à imposer l'organisation obligatoire des Juifs en zone occupée, 15 notables français, de père en fils depuis plusieurs générations, tous anciens combattants, s'adressent à Pétain, donc lui envoient des courriers. Ces courriers, nous les avons bien sûr, ils sont reproduits dans le document, dans le livre. Pour les notables, la répression anti-juive qui se profile à l'horizon ne les concerne pas. Ils sont trop français pour qu'on puisse leur reprocher d'être juifs. Soit dit en passant, je ne vous cite pas la plupart des documents parce que je serais obligé de vous donner le nom, bien sûr, de l'auteur. Encore une fois, il reste des descendants et il n'est pas question pour moi de donner cette information. Ils sont d'ailleurs plus ou moins connus et si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le livre pour cela. Alors, on enregistre
Bien sûr, hein. Il s'adresse à Pétain, hein, et donc on a les courriers. Il l'appelle d'ailleurs chef védéré, etc., hein. On enregistre leurs protestations et même au besoin, on les remercie de les avoir exprimées. Le 12 novembre 40, Pétain écrit au grand rabbin de France, par votre lettre du 29 octobre 40, vous m'avez fait part de l'émotion qu'éprouve la communauté israélite de Paris à la suite de la loi portant statut des Juifs. L'obéissance à la loi est un des principes essentiels de tout État et une des conditions indispensables au redressement de la France que je poursuis, vous le savez, de toutes mes forces en faisant appel au dévouement et si besoin est, à l'esprit de sacrifice de tous mes concitoyens dans quelque situation qu'ils se trouvent placés. Je suis heureux de constater que vous êtes animés de ces mêmes sentiments et je vous remercie de les avoir exprimés. Et ça, c'est Pétain. Un an plus tard, Pétain fait écrire par son directeur de cabinet au grand rabbin à Paris, dont le frère sera bientôt nommé au conseil d'administration de l'UGIF. Voilà ce qu'il lui écrit. Le maréchal a pris connaissance de votre lettre en date du 11 décembre et me charge de vous en remercier. Il a compris vos sentiments et il a apprécié la dignité avec laquelle vous les exprimez. Je prends acte de l'expression de votre indignation sincère à l'égard des attentats commis en zone occupée. J'enregistre également votre protestation contre le communiqué qui vous a paru imputé aux Israélites d'une façon trop absolue et trop générale, une participation directe ou indirecte à ces attentats. Les temps présents sont trop troublés et trop confus pour permettre de porter d'ores et déjà un jugement sûr. L'histoire appréciera à son exacte valeur votre protestation. Il m'est agréable enfin de rendre hommage à la conscience avec laquelle vous-même, monsieur le grand rabbin, et les rabbins de France prenez soin de donner l'exemple de la correction, de la fidélité et l'obéissance aux lois. Voilà. Il y a des choses à dire, évidemment, je ne connais pas assez cette période, mais il y aurait des choses quand même à analyser peut-être un peu plus loin. Le 21 janvier 1941, vous avez un document émanant du responsable des questions juives à l'ambassade d'Allemagne à Paris qui montre clairement les intentions des nazis. L'organisation qui regroupera les juifs sera une courroie de transmission précieuse pour les autorités hitlériennes. Et ça, grâce aux fichiers qu'elle pourra constituer et qui compléteront utilement les listes déjà existantes dans les préfectures. Le 31 janvier 1941 est fondé le comité de coordination des œuvres de bienfaisance juive du Grand Paris, au sein duquel les 4 organisations juives reconstituées à Paris s'engagent à collaborer tout en conservant une apparence d'indépendance. Et le premier numéro des informations juives paraîtra le 19 avril 1941. En fait, les 3 premiers numéros sont adressés gratuitement à tous les foyers juifs déclarés à Paris. Les 2 premiers numéros sont relativement anodins. Il convient de prendre contact prudemment. On se contente de lancer un appel à la communauté juive pour qu'elle prenne conscience de la nécessité de se regrouper sous la bannière du comité de coordination pour le plus grand bien de tous. On cherche des adhérents, sans plus. Avec le numéro 3, des informations juives datées du 1er mai 1941, le ton va brusquement changer. On passe du conseil à la menace. Et l'éditorial met carrément en demeure les juifs parisiens de se rallier bon gré, mal gré. Malgré la dispersion de beaucoup d'archives, évidemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux rapports ont pu être récupérés, et particulièrement un rapport émanant de la Gestapo en France, daté du 1er juillet 1941. Ce rapport est l'œuvre du SS Dannecker. Il est intitulé « La question juive en France et son traitement ». Il ne s'agit pas seulement d'un document théorique, mais également d'une analyse sérieuse de la situation. On examine à la loupe l'évolution de la situation, on se penche avec émotion sur un bouillon de culture dont on espère qu'il va se développer rapidement. Le document Dannecker est très explicite. Grâce au journal Information juive, l'organisation des Juifs en France occupée doit s'étoffer jusqu'à devenir obligatoire, forcée même, dit le document. Et ses membres devront payer une cotisation mensuelle. Très vite, selon les prévisions, les adhésions se multiplient. Et lors de la rédaction du document, il y a déjà 6000 membres, malgré, souligne Dannecker, une anti-propagande juive. Dannecker note dans son rapport, encore une fois, le judaïsme de Paris doit être réuni dans une organisation serrée, qui, de même que ça passe pour les organisations juives en France, dirige la vie des juifs, s'occupe de leur subsistance et de leurs possibilités de travail, et est pleinement responsable vis-à-vis de l'État. Et plus loin, il dit, après l'arrestation de 3500 juifs polonais et du président actif, les ainsi dénommés, les ainsi dénommés juifs français se plièrent à la collaboration. Il devient donc indispensable que les juifs se regroupent bon gré mal gré, vous avez compris. Dès lors, il va être beaucoup plus facile de les persécuter parce que les fichiers constitués par les juifs eux-mêmes seront de la plus grande utilité.
Et malgré les appels répétés chaque semaine dans le journal Les Informations Juives, eh bien, on peut dire quand même que les adhérents ne vont pas se bousculer au guichet de la rue de la Bienfaisance. La persuasion et la menace ne semblent pas vraiment opérer. Les résultats sont très en retrait sur les prévisions de la Gestapo. Il est évident que, dans leur grande majorité, les Juifs du Grand Paris, comme on dit, ne désirent pas rallier le comité de coordination. Et pourtant, ce n'est pas les incitations qui manquent. Il convient également de ne pas oublier le consistoire central israélite qui s'est replié à Lyon en juillet 40. Là, on a quand même des informations et qui est animé par son vice-président, dont je ne vous donne pas le nom non plus, lequel va jouer un rôle non négligeable au cours de la période qui va s'ouvrir à partir de là. À Paris, la Gestapo pourrait très bien se passer effectivement d'interlocuteurs, mais pour la bonne règle, encore une fois, il lui paraît indispensable de disposer de ces intermédiaires juifs. Le 29 août 41, le docteur écrit la lettre suivante à Xavier Vallat, premier commissaire général aux questions juives. Voilà ce qu'il dit. L'interdiction aux juifs d'un très grand nombre de professions et l'internement de plusieurs milliers d'entre eux ont mis les œuvres de bienfaisance israélites en face de tâches auxquelles, d'après mes constatations, elles ne peuvent pas suffire. Le comité de coordination des œuvres israélites de bienfaisance du Grand Paris, créé avec mon approbation, ne possède notamment pas l'autorité voulue, étant donné qu'il n'englobe que des organisations venues se grouper autour de lui de leur propre initiative. À mon avis, une organisation israélite ne pourra donner de résultats satisfaisants que si elle est créée d'après les principes suivants. Et alors là, attention. Conformément à la loi, sont membres de l'organisation tous les Israélites domiciliés en zone occupée, de même que toutes les associations culturelles ayant leur siège dans cette zone. Deuxièmement, l'organisation est seule compétente pour toutes les questions sociales concernant ses membres et pour représenter l'ensemble des Juifs de la zone occupée vis-à-vis des autorités publiques et des institutions. Troisièmement, pour lui permettre de faire face à sa tâche, l'organisation a le droit de faire verser des cotisations suivies à ses membres. Elle le fera d'après des directives élaborées par le commissaire général aux questions juives avec mon approbation. Quatrièmement, le contrôle de l'organisation incombe au commissaire général aux questions juives qui est habilité à diriger l'activité de l'organisme par des instructions générales. Parallèlement à la création de cet organisme, il paraît indiqué de dissoudre toutes les organisations israélites existantes, à l'exception des associations purement culturelles, et de transférer leurs fonds au nouvel organisme. Vous avez compris ? En gros, c'est un des responsables juifs qui, tout simplement, vient de regrouper, désigner et dire ce qu'il fallait faire. C'est quand même tout à fait incroyable. Dans le cas, il continue, dans le cas où la création rapide de l'organisation par la voie de la législation française se heurterait à des difficultés insurmontables, je songe à procéder moi-même par voie de décret et de charger les autorités françaises de l'application de ce décret et du contrôle de l'organisation. Et Xavier Vallat entreprend des négociations du coup avec les représentants des notables en zone nord comme en zone sud d'ailleurs. Il reste circonspect, voilà ce qu'il dit, comme suite à notre conversation du 17 septembre dernier relative à la lettre du docteur Machin en date du 29 août 41. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me fixer sur 3 points importants. Premièrement, au cas où le gouvernement français déciderait par une loi de création d'une organisation israélite groupant tous les juifs résidant en France en vue d'un règlement du côté social de la question juive, est-il bien entendu que les membres du comité fonctionnant en zone occupée seront eux aussi choisis par les soins des autorités françaises ? Deuxièmement, est-il entendu également que le comité pour la zone occupée, tout comme celui de la zone non occupée, recevra ses directives du commissariat général aux questions juives et sera contrôlé par lui ? Troisièmement, est-il bien entendu enfin que les membres de ce comité, chargés de représenter l'ensemble des Juifs de la zone occupée vis-à-vis des autorités publiques, ne seront pas considérés éventuellement comme des otages préférentiels et ne pourront qu'être tenus responsables de leurs actes personnels vis-à-vis des autorités d'occupation ? J'attacherai du prix à recevoir prochainement une réponse affirmative à ces 3 questions, ce qui me permettrait de proposer aussitôt à mon gouvernement un texte de loi tendant à la création de cette organisation israélite. On transmet donc par retour de courrier les directives suivantes qui sont on ne peut plus claires. Voilà donc en gros les réponses. Premièrement, la désignation des personnes qui doivent diriger l'organisation obligatoire projetée pour les Juifs est du ressort du gouvernement français. Dans la mesure où ces personnes doivent exercer leur activité en zone occupée, leur désignation doit recevoir l'approbation du chef de l'administration militaire en France. Deuxièmement, au point de vue de la surveillance de l'organisation obligatoire projetée pour les Juifs, je vous renvoie à la linéa 4 de ma lettre du 28 août 41. Je me réserve de surveiller personnellement l'activité de cette organisation. Je lui adresserai mes directives par votre intermédiaire.
Troisième point, l'administration militaire s'intéresse vivement au bon fonctionnement de l'organisation obligatoire projetée pour les Juifs. En conséquence, elle ne gênera pas les personnes appelées à la direction de cette organisation dans l'accomplissement de leurs devoirs aussi longtemps que leur comportement ou que l'activité de cette organisation n'y donnera pas prétexte. C'est absolument incroyable et pourtant c'est écrit noir sur blanc, si j'ose dire. Alors, si la loi qui institue la création d'une UGIF porte bien la griffe de l'État français, il va devenir immédiatement évident que son porte-parole, le commissariat général aux affaires juives, que dirige donc Xavier Vallat, n'est qu'une courroie de transmission des nazis. Le 15 décembre 1941, l'administration militaire allemande en France avait fait tenir à Xavier Vallat une lettre et voilà celle qui nous permet de voir que les nazis vont mettre dorénavant les bouchées doubles. Voilà ce qu'elle dit, cette lettre. D'après l'ordonnance de l'administration militaire, c'est l'Union générale des Israélites de France qui doit se charger de percevoir l'amende imposée aux Juifs. Je vous demande d'entreprendre sans délai le recouvrement. Le premier versement des 250 millions de francs doit être effectué jusqu'au 15 janvier 1942. On peut faire appel aux biens juifs de la zone occupée, même si le juif propriétaire réside en dehors de cette zone. On peut aussi faire appel aux biens juifs gérés par un administrateur provisoire, mais il faut dans ce dernier cas me demander une autorisation spéciale. En principe, les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations peuvent être utilisées. J'attire tout spécialement votre attention sur les sanctions pénales. Alors, vous savez, je ne reviens pas sur toute l'histoire, évidemment, de l'énorme somme que, je crois qu'on n'est pas loin du milliard, je crois, le milliard de francs, que les Juifs devaient verser, bien sûr, aux Allemands. Quelle est la motivation profonde de ceux qui ont accepté cette mission? Est-ce qu'il y avait la crainte des représailles? Évidemment. La satisfaction de voir leur mérite reconnu, peut-être, de participer à cette UGIF et de participer à la collecte, si je puis dire. C'est des questions auxquelles nous n'aurons évidemment jamais de réponse. L'administration française a effectué dans les meilleurs délais la mise en place des représentants d'une organisation obligatoire. Les nazis donc vont enfin pouvoir réclamer la rançon acquis de droit, et c'est donc l'UGIF qui va se charger de récolter la somme. Comment payer cette somme alors qu'aucune administration ne peut la réclamer et qu'une grande partie des biens juifs sont sous séquestre? Eh bien, c'est à ce moment-là donc qu'on va autoriser l'UGIF à emprunter. Écoutez bien ça, c'est absolument incroyable. On va autoriser l'UGIF à emprunter auprès des banques une première tranche de 250 millions de francs. Le ministère des Finances donne des instructions dans ce sens dès le 12 janvier 1942 et le 16 du même mois, une loi signée Pétain paraît au journal officiel qui accorde à l'UGIF la faculté d'emprunter 250 millions de francs auprès des banques. Quand on rentre, encore une fois, c'est la petite histoire qui fait la grande, quand on rentre dans cette histoire... voilà, c'est un peu différent de ce à quoi on s'attend, c'est sûr. Alors l'UGIF, encore une fois, c'est un établissement public autonome, doté de la personnalité civile, créé et reconnu par les autorités d'occupation, comme par le gouvernement français. Ça, c'est dans le décret du 26 juin 1942. Dès la création de l'UGIF, on avait affirmé aux responsables désignés qu'ils bénéficieraient d'une certaine immunité. Et le 13 juillet 1942, le commissariat général à la question juive, informe Vichy que 418 cartes de légitimation ont été établies pour le personnel de l'UGIF. Ces cartes ont été établies de la main même du SS Dannecker qui s'était fait délivrer pour son propre usage 15 cartes en blanc. Ces cartes vont être validées chaque mois, mais la possession de ce véritable sauf-conduit ne sera pas toujours efficace, il faut le savoir, puisque le 16 juillet 1942, vous avez des employés de l'UGIF qui sont porteurs de ce document, qui vont être arrêtés malgré tout. Cette carte porte la mention imprimée suivante: Monsieur ou Madame ne doit pas être inquiété en sa qualité de juif et sera tenu en dehors des éventuelles mesures d'internement, cette protection s'étend à sa famille demeurant avec lui. Ce qui peut, là aussi, encore une fois, expliquer, il ne s'agit pas ni d'excuser ni quoi que ce soit, mais peut-être encore d'expliquer pourquoi il s'est passé ça. Si les membres dirigeants de l'UGIF se préoccupent de leur sauvegarde, comme de celle des employés de l'organisation, ça ne les empêche pas de participer à leur manière à la préparation des rafles qui sont ordonnées par les nazis et effectuées par la police française. Effectivement, encore une fois, à la veille de la grande rafle du 16 juillet 1942, on est très occupé dans les locaux de la rue de la Bienfaisance, où un grand nombre, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'employés s'activent à la confection d'étiquettes. Je vous ai dit qu'il y avait quelques personnes qui avaient prévenu des Juifs, mais pas tous, loin de là.
pouvoir. On demande à l'UGIF d'établir des listes nominatives de tous les chefs de famille juifs de la zone occupée, et ça sans omettre de mentionner les noms très exactement orthographiés, les prénoms, les adresses, la nationalité, l'âge si possible, le nombre de membres de la famille vivant avec le chef, etc., etc. Un détail supplémentaire n'est pas à négliger non plus, il faut fournir également les renseignements pour les personnes ayant quitté la zone occupée depuis 1941 pour se réfugier en zone non occupée. En fait, ça permettra au commissariat général à la question juive et à la Gestapo de remettre à jour le fichier dont ils avaient hérité de la préfecture de police et qui n'était plus d'actualité parce qu'il datait de 38 ou 39. Eh bien, l'UGIF va s'exécuter. Comment agir autrement ? Faute pour ses responsables désignés de démissionner et alors de s'exposer aux mêmes persécutions, bien sûr, que les autres juifs. Tout ça s'explique encore une fois. Alors il faut parler également de ce qu'on appelle les camps de travailleurs agricoles des Ardennes. Et on envoyait, c'est un peu le service de travail obligatoire d'une certaine manière, les étrangers israélites actuellement en chômage vont être utilisés pour combler la déficience en main-d'œuvre agricole de la France. Démonstration est faite d'une certaine, encore une fois, connivence entre les hommes de Vichy et les porte-paroles de la bourgeoisie juive française. On se trouve ici en présence, véritablement, là encore, d'un acte de collaboration objective, tout à fait caractérisé, tout d'abord avec les autorités de Vichy, et ensuite, tout naturellement, avec les nazis, même si l'apparence de la contrainte peut être quand même prise en considération, bien sûr. Par la suite, les dirigeants de l'UGIF vont s'efforcer toujours d'expliquer qu'il n'y avait pas de filiation directe entre le comité de coordination et l'Union. On peut noter quand même dans le procès-verbal du conseil d'administration de l'UGIF du 6 juillet 1943, nous nous efforcerons d'accroître le nombre des travailleurs partant vers les Ardennes. Les spécialistes connaissent certainement le GTE, le groupement des travailleurs étrangers. Il y en a eu de nombreux en France, mais celui des Ardennes a ça de particulier qu'il a été largement patronné par l'UGIF, justement. Aux plus misérables, aux plus menacés, aux juifs étrangers particulièrement, on fait miroiter au cours du dernier trimestre, on est toujours en 1941, l'intérêt qu'il y aurait à travailler la terre dans des zones d'où les paysans sont partis et où la sécurité serait pratiquement assurée. De nombreuses rafles ont déjà été effectuées et cette solution, sans enthousiasmer un grand nombre de personnes, trouve malgré tout un certain écho. Et vous avez quelques centaines d'hommes et de femmes qui vont faire ce pari de se recycler à la terre, si vous voulez, d'autant plus que pas mal d'activités sont interdites aux juifs et au fur et à mesure que les mois passent, ils n'ont plus de travail, plus rien à faire, d'autant plus que là, on laisse entendre aux candidats que cette épreuve sera peut-être dure, c'est vrai, mais mieux vaut travailler la terre dans les Ardennes que d'être déporté en Silésie. Et il est question de travailleurs volontaires. Et vous êtes volontaire désigné d'office, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est que les hommes et les femmes, parfois accompagnés de leurs enfants d'ailleurs, voire même de leurs parents, vont partir dans les Ardennes en possession d'un contrat, apparemment en bonne et due forme, délivré par l'administration militaire allemande, contrat renouvelable par période, qui sont d'ailleurs pas définis, mais on peut faire confiance, encore une fois, les Allemands, tout est archivé, documenté, et ça c'est très pratique pour les historiens, et des centaines de lettres attestent la misère de ces gens-là à cette époque-là, parce que le salaire qu'ils perçoivent représente moins du tiers du salaire moyen d'un employé de l'UGIF. Entre 15 et 30 francs par jour. Chaque lettre réclame soit de l'argent pour survivre, soit des vêtements. Tout manque, c'est une horreur. Ça n'empêche pas l'UGIF, par le canal de son journal toujours, de continuer d'informer les Juifs de la zone nord que l'on peut partir travailler dans les Ardennes à des conditions avantageuses. Même si on sait ce qui s'y passe. Et ces hommes, avec leurs femmes parfois, partent parce que, si difficiles que soient les conditions de travail dans les Ardennes, ça commence à se savoir, si vous voulez, au bout d'un moment, évidemment, tout ça semble acceptable pour éviter le risque de la déportation. Et on va voir que c'est un faux calcul savamment entretenu par l'UGIF même, l'UGIF de zone nord. On va aborder un passage également difficile, c'est l'UGIF et les enfants. Tout ce qui touche aux enfants est évidemment beaucoup plus dur, bien sûr. Je vais faire une parenthèse. Jusqu'en 1940, les pratiquants, les fidèles qu'on voit régulièrement à la synagogue, ce sont je vous le disais dès le départ, ce sont les prospères, les nantis, les notables qui sont proches du consistoire central. À ce niveau-là, la religion n'est plus seulement la foi proclamée, c'est également un lien supplémentaire entre gens du même monde. J'allais presque dire, c'est du réseautage, si vous voulez.
Les grands rabbins de Paris, comme les dirigeants du consistoire, sont presque tous de bonnes souches françaises, alsaciennes fréquemment. Tous ces gros bonnets de la finance, si vous voulez, font ménage sur le parvis de la synagogue, même s'ils se combattent férocement dans le monde des affaires. Et quant à fraterniser avec le prolétariat juif, si vous voulez, c'est une autre paire de manches. On ne se mélange pas, encore une fois, entre coreligionnaire, comme on dit à l'UGIF, et le notable a tout autant de mépris pour l'ouvrier juif polonais que l'ouvrier catholique et français. Il y a un peu l'ambiance. Eh bien, les enfants qui arrivent dans les maisons gérées par l'UGIF, donc les enfants qui ont perdu leurs parents, évidemment, ne sont pas atteints très souvent par la religion. Alors, bien souvent, on s'attachera à rattraper le temps perdu. On va ranimer les traditions, celles du Shabbat particulièrement. Alors, on va initier les garçons en priorité dans l'apprentissage de l'hébreu. On prépare les communions. L'aumônerie israélite veille à ramener ces jeunes âmes dans le droit chemin que leur famille n'aurait jamais dû leur faire quitter, bien sûr. En fait, on profite tout simplement de la situation, d'une situation extraordinaire due aux persécutions pour ranimer la foi religieuse qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Il faut sauver les enfants, c'est vrai, mais pas à n'importe quel prix. Il faut sauver les enfants, mais en même temps, ne pas déplaire aux nazis en les cachant, si bien qu'on ne puisse pas les retrouver le jour où une rafle serait décidée, si vous voulez. Et ce tissu de contradictions va amener l'UGIF à coopérer objectivement avec les nazis, et ça jusqu'à leur remettre les listes complètes des enfants séjournant dans certaines maisons de la région parisienne, comme nous le montrent très clairement certains témoignages et archives qui sont irréfutables. Tout cela est tout à fait évident en zone nord. À l'UGIF, on hésite à confier les enfants par crainte de les voir catéchisés, si vous voulez, par des catholiques ou des protestants qui seraient trop fervents, mais on pratique dans la même démarche, en initiant à la religion mosaïque, des enfants dont la formation est au départ tout à fait laïque. Et c'est vrai que l'Église catholique, tout comme certaines familles, ont cherché aussi à profiter des événements pour attirer des enfants dans leur religion. Ça aussi, il ne faut pas non plus l'oublier, ça existe aussi de l'autre côté. Mais ça n'empêche que livrer les listes complètes des maisons avec les enfants, on aurait peut-être imaginé autre chose de la part de l'UGIF, bien sûr. Alors, il faut le savoir, dans les archives de l'UGIF, les documents concernant les enfants sont assez rares. On y trouve surtout des renseignements administratifs, les plus sordides d'ailleurs. Malgré tout, on a quand même des notes de service qui sont assez significatives, voyez plutôt. Avis important, nous constituons à l'Union Générale des Israélites de France un fichier central de tous les enfants juifs dont les parents ont été arrêtés ces jours-ci. Si ces enfants ont été recueillis par un organisme privé ou par des familles particulières et que vous en ayez connaissance, nous vous prions de bien vouloir les signaler immédiatement, car il est déjà porté à notre connaissance que quelques enfants se sont trouvés égarés. Tout le service social fonctionne en permanence continuelle et à cet effet, nous vous prions de bien vouloir établir avec nos services une liaison régulière. Sachez que cette information, qui peut paraître anodine en apparence, a été publiée dans le bulletin de l'UGIF le 24 juillet 1942, c'est-à-dire une semaine après la grande rafle des 16 et 17 juillet. Elle est lourde de menaces parce qu'elle préfigure tout simplement le rassemblement de ces fameux enfants égarés dans des maisons où ils vont être surveillés de près et où les nazis vont pouvoir venir les rafler très tranquillement, très facilement. Ce communiqué, sachez-le, sera répété durant plusieurs semaines dans le bulletin de l'UGIF. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants vont réussir à s'échapper et bien l'UGIF va mettre avec la police tout son pouvoir pour les retrouver à chaque fois. Donc ça, c'est assez épouvantable, évidemment. Alors, c'est bien évidemment, encore une fois, on n'est pas là pour juger, c'est bien évidemment la peur, bien plus que le désir de collaborer qui va motiver les dirigeants, mais le résultat finalement est le même. Le chantage odieux auquel ont succombé les dirigeants de l'UGIF est assez simple. Ils jouent tout simplement leur propre sécurité, celle de leur famille, voire des employés de l'organisation, contre la liberté des enfants. Des milliers d'enfants vont être raflés et déportés, ce qui ne va pas empêcher la répression de s'abattre également sur ce qui restera de l'UGIF, que les bureaucrates vont s'obstiner à perpétuer. On ne pactise pas impunément, évidemment, avec les nazis, vous vous en doutez, bien évidemment. Alors, en conclusion, parce qu'il faut quand même conclure, on ne va pas faire une émission trop longue. Encore une fois, le livre est passionnant, étonnant, à bien des aspects. Je ne peux pas tout donner parce que parfois, il est plus important dans les documents et dans les documents, il y a tous les noms. Donc, encore une fois, je me répète un peu, pardon, mais je ne peux pas donner les noms qui sont à l'intérieur. Ce passé, finalement assez récent, encore une fois, n'incite pas
à l'optimisme humain. Et je vais prendre les mots de l'auteur, bien sûr, Maurice Rachfous, pour vous donner cette conclusion. Je vais utiliser la plupart de ces mots. Il dit « L'homme traqué réagit souvent de façon inattendue quand la menace se précise et qu'il n'y a pas de refuge. » Mais c'est vrai que ça explique pas tout, on est bien d'accord. Surtout quand vont se dresser entre les victimes et les bourreaux, bien ceux qui veulent, surtout ceux qui se veulent, ceux qui se sentent, ceux qui se disent la bonne conscience, avec une masse qui les a absolument pas délégués pour ça d'ailleurs. On vit ça, on peut vivre ça aussi de nos jours. Faut pas, toute proportion gardée bien sûr, faut pas oublier non plus que tous les événements relatés dans cette émission sont censés se dérouler sous le signe, encore une fois, de la charité. La coopération des notables juifs français avec leurs bourreaux n'a pas été non plus un phénomène isolé. Faut pas croire ça. Dans la plupart des pays d'Europe qui ont été occupés par les nazis, les représentants officiels des communautés juives ont coopéré, pour pas dire collaboré. Il y a sur ce sujet, vous le savez, une littérature abondante. Je parlais des Judenrat, bien sûr, et de très nombreux témoignages. Personne, évidemment, ne pourrait nier ce que je suis en train de dire là. Dans tous les ghettos des pays de l'Est, cette coopération, on peut presque dire collaboration, va avoir lieu devant leur bonne volonté évidente. Eh bien, c'est évident, la tâche des bourreaux va être simplifiée. Tous les témoignages font foi de ça. Le problème n'est pas de savoir s'il y avait eu intention de nuire dans la démarche des notables. Il faut obéir aux autorités, c'est évident, se faire connaître, se déclarer comme juif, ne pas passer outre aux ordonnances nazies et surtout ne pas faire de vagues. Mais les résultats vont dépasser l'espérance des bourreaux. À l'examen, on pourrait effectivement conclure aussi très hâtivement, ce que beaucoup font d'ailleurs. Moi le premier, c'est vrai que les juifs s'étaient conduits comme des moutons qu'on menait à l'abattoir. C'est souvent une image qu'on peut avoir, que j'ai pu avoir, sauf qu'en lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'est un raisonnement facile finalement, qui n'a pas le moindre fondement. Il faut avoir vécu cette période, comme l'auteur d'ailleurs, en avoir souffert dans sa chair pour bien comprendre les mécanismes qui vont permettre aux nazis d'exterminer plus de 75 000 juifs vivant en France, la plupart donc originaires évidemment de l'Europe centrale, vous l'avez compris, sans qu'il y ait de trop vives réactions. Bon nombre de ces fameux déracinés avaient déjà vécu dans leur pays la haine raciale, les déchaînements nazis, et quand ils étaient arrivés en France, pour eux la France c'était une sorte de havre de paix, c'était la fin du voyage si vous voulez. Ils ignoraient que dans les débuts de l'occupation que les persécutions ne manqueraient pas de se déchaîner contre eux évidemment, avec une totale indifférence de la masse des Français. Tout au long de l'occupation, et même quand, dès 1943, il sera évident que les camps de l'Est ne sont en réalité que des usines d'extermination massive, les dirigeants de l'UGIF, qui sont pourtant bien informés, vont se garder de mettre cette situation en évidence. Encore une fois, on a des documents, un document qui date du 25 août 1942, je ne vous le lis pas, mais où l'UGIF envoie un courrier à Pierre Laval et raconte très exactement ce qui s'y passe. Bien au contraire même, donc non seulement ils n'en parlent pas, mais bien au contraire, ils vont expliquer qu'il s'agit d'aller travailler, d'aller coloniser encore une fois les terres incultes de l'Europe centrale. Donc quand même, ça va quand même assez loin parfois. Alors, la question qu'on peut se poser, où était la résistance française en 40 ? Où elle était en 41 ? Où elle était même en 42 ? Quand l'opposition au régime fasciste instauré en France par les nazis, Pétain, Laval, Vichy commence à se structurer, eh bien, on est en 43, évidemment. Il est trop tard pour les Juifs. Tout est déjà consommé, bien sûr. Les grandes rafles de 41, de 42, de 43 sont déjà passées par là. Elles ont fait leur œuvre. Il ne reste plus à ce moment-là qu'une masse apeurée qui n'a plus aucun moyen, ni la force peut-être morale même de se battre, même plus simplement de se cacher, évidemment. Les militants juifs qui n'avaient pas accepté cette situation et dont les petites structures, on a par exemple le comité de la rue Amelot, par exemple, tout ça a rapidement décimés, ils vont rejoindre la résistance française qui s'organise peu à peu, et pourtant il s'agit là que d'une minorité bien sûr d'hommes et de femmes qui sont décidés, qui sont stigmatisés pourtant jusqu'au bout par les dirigeants de l'UGIF quand ils ne seront pas tout simplement dénoncés purement et simplement aux nazis, comme ça a été le cas dans pas mal d'occasions. En France, la grande responsabilité des notables juifs aura surtout résidé, j'ai essayé de le souligner, mais l'auteur le fait bien sûr bien mieux que moi, à maintes reprises dans leur incrédulité et surtout face au danger, parce que les persécutions, selon eux, ne pouvaient pas les concerner, et ne pouvaient concerner que ce qu'ils appelaient les métèques. Et pourtant,
Et pourtant, bien, la folie meurtrière nazie ne fait pas de différence, elle, entre un juif français et un juif polonais. Quand les dirigeants de l'UGIF vont s'en rendre compte, bien sûr, il sera trop tard. Eux-mêmes vont faire partie des victimes, en tout cas un grand nombre d'entre eux. La bourgeoisie, il faut le savoir, la bourgeoisie juive, l'histoire, on pourrait faire une histoire de la bourgeoisie juive, bien sûr, est solidement installée dans le système français. Successivement, elle sera bonapartiste sous Napoléon III, versaillaise sous Thiers, elle sera prudemment, mais elle sera, sachez-le, dreyfusarde à cette époque-là, quand il faudra s'engager, sans grand risque, évidemment. Ensuite, elle est nationaliste, à toute épreuve, pendant la Première Guerre mondiale. En France, comme en Allemagne d'ailleurs, elle sera radicale entre les deux guerres et évidemment elle sera pétainiste en 1940. Tout ça c'est à savoir, c'est à imaginer. Avec donc la constitution du comité de coordination en 1941 et de l'UGIF en 1942, bien la volonté de la part des nazis de créer en France occupée bien sûr, un ghetto informel pour mieux contrôler les juifs, donc c'est mis en place. Et c'est pas un hasard si la plupart des dirigeants de ces deux associations font partie de la bourgeoisie juive qui trouve tout naturel, je le répète encore, de se voir confier ce rôle de leader, même si ça ne se traduit pas par une volonté de collaborer évidemment activement avec les nazis, c'est absolument pas l'idée, c'est pas volontaire, il n'en reste pas moins quand même que les élites juives n'ont pas refusé les responsabilités qui leur étaient offertes. Pourquoi ? La question reste en suspens, peut-être parce qu'essentiellement, s'il devait y avoir des interlocuteurs, ça ne pouvait être que des gens de bien et non pas des responsables comme ça improvisés, issus bien sûr de classes laborieuses, entendez par là, dont les réactions auraient peut-être été à l'encontre des intérêts immédiats des possédants. La question reste en suspens. En tout cas, sachez-le, l'auteur, lui, a été victime à l'âge de 14 ans, il le dit lui-même, je prends ces mots, victime à 14 ans de la barbarie nazie et de la servilité de la police française. Il termine son ouvrage en disant, comme le veut la sagesse populaire, il s'est simplement contenté de balayer devant sa porte. Moi, je me suis tout simplement contenté d'utiliser son ouvrage, encore une fois remarquable. Je ne prends pas, lui il peut donner un avis parce qu'il l'a vécu. Il y a énormément dans cet ouvrage, énormément de documents, de courriers, de témoignages. Donc si le sujet vous intéresse, je rappelle bien sûr le titre de cet ouvrage que je vous ai donné donc plusieurs fois, bien sûr, Des Juifs dans la collaboration, l'UGIF 1941-1944. Très important, préface de Pierre Vidal-Naquet, grand historien devant l'éternel. Cet ouvrage, je crois, est sorti en 1980. Il doit être assez difficile à trouver en France. Si vous avez vraiment du mal en numérique, je peux toujours vous le procurer. Voilà. Écoutez, merci d'être allé jusqu'au bout de cette émission, parce que je sais que le contenu n'est pas forcément évident à entendre, soit parce que dans sa famille, soit parce que l'histoire personnelle, soit parce que ses préférences ou quoi que ce soit, ses goûts. Mais il faut le savoir, les choses arrivent, c'est comme ça. L'histoire, il faut savoir que ça existe. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission, dans 15 jours donc.